Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des Jeudis de l'Agro. Ce matin, on va parler du marché de l'agroalimentaire au Japon. Merci à nos intervenants d'être avec nous ce matin et de partager donc leur expertise avec vous, entreprise bretonne, qui est déjà présente sur le marché japonais ou qui est en démarche purement prospective pour récolter des informations pragmatiques sur ce marché de l'agroalimentaire au Japon. Donc, bonjour Loïc, bonjour Pierre, bonjour Émilie. J'aurais dû commencer par Émilie d'ailleurs. Pas de Bonjour à souci. tous les trois, Bonjour merci à tous. d'être avec nous ce matin. Je vais vous présenter tout à l'heure dans la prochaine diapo. J'aimerais remercier avant cela nos deux partenaires pour ces Jeudis de l'Agro tout au long de l'année. Donc, vous l'avez vu, hein, on vous a proposé différents webinaires sur les marchés agroalimentaires. Nos deux partenaires, Produits en Bretagne et ABEA, nous accompagnent depuis le début de cette année 2021 sur tous ces Jeudis de l'Agro. Et puis, on pérennisera ce parcours filière sur l'année 2022. Vous n'aurez qu'à consulter l'agenda sur notre site web et puis vous recevrez aussi évidemment les invitations le moment venu pour vous inscrire à ces nouveaux Jeudis de l'Agro sur l'année prochaine. Un petit rappel sur le fonctionnement de ce webinaire avant de présenter nos intervenants. Donc, comme d'habitude, hein, pas de panique sur la prise de notes. La présentation sera à votre entière disposition sur la plateforme BCI Info, sur notre site web. Le webinaire est enregistré également, donc le podcast sera disponible lui aussi sur BCI Info. Ce webinaire, il se veut interactif. N'hésitez pas à rebondir sur les propos de nos intervenants. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences. C'est vraiment un moment privilégié pour vous où vous pouvez échanger et poser vos questions avec les experts qui sont avec nous ce matin. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre la parole, à nous couper ou à rebondir encore une fois sur chaque propos que nous tiendrons nos intervenants de ce matin. On n'attendra pas la fin pour un moment de questions-réponses, donc c'est vraiment important que vous puissiez interagir au fil de l'eau. À la fin de ce webinaire, lorsqu'on va le clôturer, lorsque vous allez vous déconnecter, vous allez tomber sur un petit questionnaire satisfaction, un petit questionnaire de 10 questions. Ça prend sincèrement 1 minute pour y répondre. Je vous remercie vivement par avance de bien vouloir prendre cette petite minute. C'est important pour nous et pour nos intervenants d'avoir vos retours et vos appréciations, vos idées sur d'éventuelles thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde lors de prochains webinaires. Donc, merci beaucoup par avance de prendre cette petite minute pour répondre aux 10 questions qui vous seront posées à la fin de ce webinaire. Donc, nos intervenants de ce matin, je vais commencer par Émilie. Émilie est business developer à la CCI France Japon. Encore une fois, merci Émilie et bonjour à toi. Bonjour, merci Karen, hein, merci à la BCI pour toute cette organisation encore une fois. Effectivement, je travaille pour la Chambre de commerce française au Japon. Et alors moi, j'ai pour rôle d'accompagner les entreprises françaises dans leur parcours d'export vers le Japon. Et je suis notamment spécialisée sur le secteur agro. Merci. Et avec nous également Pierre et Loïc, donc, qui dépendent du bureau Business France au Japon. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bonjour, enchanté à tout le monde. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Donc, Business France Japon et la Chambre de commerce France Japon sont tous les deux partenaires de BCI et sont membres de notre réseau de prestataires agréés à l'étranger. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI. Vous nous connaissez toutes et tous pour la plupart. Je vais juste vous passer cette petite vidéo. Elle dure 4 minutes environ et elle vous présente tous les services de BCI, notamment les nouveaux services que l'on a mis en place à partir de cette fin d'année, comme par exemple le e-catalogue Suppliers from Bretagne. Je vous laisse découvrir la petite vidéo. Je vous remercie par avance pour votre attention. Vous souhaitez consolider ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association soutenue par près de 1000 entreprises adhérentes, vous accompagne à chaque étape de votre développement, quelle que soit votre taille ou votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non.
Grâce à la diversité de ses métiers, aux compétences opérationnelles de son équipe sur tout le territoire breton, ainsi qu'à l'appui de son réseau de prestataires agréés à l'étranger, BCI est à vos côtés dans tous les aspects de votre développement international, depuis l'information technique, réglementaire et stratégique, jusqu'au développement commercial à l'étranger. BCI travaille à deux objectifs. Tout d'abord, favoriser l'export des entreprises bretonnes par la sensibilisation et l'information grâce à de nombreux services gratuits dont 3867 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1762 rendez-vous en entreprise, 79 réunions d'information et 244 actions diverses. Ainsi que par l'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers avec 226 prestations individuelles à l'étranger, 40 délégations d'acheteurs étrangers et 6 salons internationaux. En 2020, BCI a réalisé 8500 accompagnements auprès de plus de 1800 entreprises bretonnes. BCI œuvre également à favoriser l'investissement étranger en Bretagne. Grâce à son service Invest in Bretagne, BCI identifie et accompagne les projets d'investissement étranger en Bretagne. Aujourd'hui, plus de 300 entreprises à capitaux étrangers y sont implantées, employant près de 35 000 personnes. BCI s'attache aussi à rester agile et réactive afin de répondre, dans un monde en plein bouleversement, à vos nouvelles problématiques. Afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation mondiale liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et organisé avec ses prestataires étrangers différents webinaires. Pour vous aider à rebondir face à la crise, BCI s'est également mobilisé afin de vous informer sur les dispositifs d'aide pouvant être mis à votre disposition, comme le plan de soutien ou le plan de relance export. Enfin, pour vous préparer au Brexit et à ses conséquences, BCI a mis en place un numéro vert, une veille spécifique, des webinaires et délivré des conseils sur mesure à plus de 170 entreprises. Pour faciliter votre développement international tout en s'adaptant aux contraintes sanitaires et au monde de demain, BCI poursuit sa transformation numérique. En proposant ses services au format dématérialisé, comme des réunions d'information en distanciel, des rendez-vous acheteurs en visioconférence ou des e-missions pour exporter sans se déplacer. En adaptant l'Open de l'international en format online, avec 600 rendez-vous B2B réalisés en 2020 et une édition 2021 qui a rassemblé plus de 750 participants et plus de 1000 rendez-vous B2B. En faisant évoluer son site web et BCI Info, son service de veille et d'information. Et enfin, en créant de nouveaux services comme BCI Connect, l'outil de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant, Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises auprès d'acheteurs étrangers, ou encore Business to Students, l'interface entre les entreprises bretonnes et les étudiants bretons ou suivant un cursus à dimension internationale en Bretagne. BCI, c'est aussi un mode de fonctionnement unique avec une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs. Le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale du commerce et d'industrie et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents et renouvelés au deuxième semestre 2021. BCI agit pour l'internationalisation de l'économie bretonne. Cette action est mesurée chaque année par une étude qualitative. Ainsi, en 2020, sur un panel de 300 entreprises, 98% d'entre elles sont satisfaites de l'accompagnement de BCI. En effet, malgré la crise, 28,3% de ces entreprises ont maintenu ou généré un développement concret de leur activité. 44,5% d'entre elles ont maintenu leur chiffre d'affaires, 21,6% l'ont augmenté, 28,9% ont maintenu leur emploi et 12% en ont créé. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Après cette petite vidéo, j'aimerais Vous souhaitez consolider également vous reparler de l'Open pour que vous notiez dès à présent dans votre agenda. Donc, le prochain rendez-vous, le lundi 4 juillet 2022, nous fêterons les 10 ans de l'Open déjà. On a l'habitude de dire que l'Open, c'est pour vous, entreprise bretonne, l'occasion de faire le tour du monde en une journée. C'est ce que vous nous dites également. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous déjà de rencontrer nos prestataires agréés à l'étranger qui font le déplacement et viennent à votre rencontre pour cette grande journée. Vous avez aussi l'occasion
tout au long de cet Open de participer à des ateliers d'information, à des focus pays, à des retours d'expérience, à des ateliers de bonnes pratiques. Comme on retourne en présentiel l'année prochaine, on renouvellera le village des partenaires sur lequel vous retrouverez différents stands d'organismes et de structures qui peuvent elles aussi vous aider dans votre développement à l'international. Donc, notez dans vos agendas lundi 4 juillet 2022 et ce 10e anniversaire se déroulera à Saint-Brieuc. Vous recevrez le moment venu l'invitation pour vous inscrire. La participation est totalement gratuite, mais l'inscription est obligatoire pour pouvoir y participer. Je vous propose désormais donc de rentrer dans le vif du sujet qui nous rassemble ce matin, donc l'agroalimentaire au Japon. On va voir tous ces différents points. Tout d'abord, on va démarrer par une courte présentation macroéconomique du Japon, du pays. Ensuite, on va faire un point sur les réseaux de distribution, un petit point aussi sur la pratique des bonnes affaires. Ensuite, on fera différents focus sectoriels en analysant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour les produits français. Un petit zoom sur la filière bio. Et puis enfin, un point sur la réglementation, les homologations, les certifications, toute cette partie technique et réglementaire. On vous donnera pour exemple celui d'une entreprise qui a bien réussi sur le marché japonais. Et puis enfin, pour conclure, un petit résumé de toutes les bonnes choses et les points clés à retenir pour bien aborder le marché japonais. On va démarrer. Je vous laisse la parole, Loïc, Émilie, pour la suite de cette présentation. Merci Karen. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Loïc Gavet, je travaille au sein de la section agrotech de Business France Japon. Je vais essayer très rapidement de brosser les grandes lignes sur la distribution, la pratique des affaires et les différents secteurs de l'agroalimentaire. Donc, en quelques mots sur la présentation macroéconomique, quelques évidences. Le Japon est la troisième économie mondiale. Je pense que voilà, ça fait partie des références. Peut-être certains d'entre vous exportent déjà au Japon. C'est une économie avec un pouvoir d'achat développé, 39 000 $ par habitant. Le Japon est souvent appelé le pays de la classe moyenne de 100 millions d'habitants. Ça reste largement vrai. Le montant des importations gourmets, 18,95 milliards de dollars. Ça donne, je pense, une bonne perspective du potentiel qu'il peut y avoir pour les produits français. C'est vrai qu'en tant que français, on a un patrimoine gastronomique qui est très riche, qui parfois en termes de positionnement peut être compliqué sur certains marchés. Le Japon fait partie de ces marchés qui récompensent un peu notre savoir-faire. Avec ceci étant dit, après une part de marché qui reste bien sûr en retrait des voisins tels que la Chine, les États-Unis, etc., 1,34%, ça nous met en deuxième position dans les Européens, derrière l'Italie, qui est notre grand rival, sur un certain nombre de catégories. La France, quand même, occupe une place très significative sur certains secteurs. On y reviendra dans la partie sectorielle. Un autre chiffre important à avoir en tête, 70% des consommateurs déclarent que ce qu'ils mangent impacte leur bien-être émotionnel. Ce n'est pas négligeable, encore une fois, lorsqu'on considère le fait que nos produits parfois ont un certain prix. Les Japonais sont le type de consommateurs qui peuvent payer plus cher pour avoir une origine auquel ils font confiance. J'ai envie de dire, cette réflexion-là s'inscrit assez bien dans leur culture générale, puisque, comme je pense que vous êtes déjà nombreux à le savoir, le Japon a un équilibre de vie, a une gastronomie assez réputée et leur espérance de vie est de 84,3 ans d'après l'OMS. Peut-être quelques mots très rapidement maintenant sur les derniers impacts, spécifiquement sur le Covid, parce qu'évidemment, ça a eu un impact au Japon comme sur le reste du monde. Bien sûr, le Japon a été impacté. Néanmoins, j'ai envie de dire que l'impact a été moindre peut-être que ce qu'il aurait pu être dans un pays qui est quand même très urbanisé et puis qui est aussi relativement, qui a une partie de sa population qui est âgée. Au final, le Japon s'en est plutôt bien tiré. À l'heure actuelle,
Pour vous donner un ordre d'idée, on est à 90 cas par jour sur une moyenne de 7 jours. Alors, il y a eu des périodes où on était sur des pics beaucoup plus élevés. Il y a eu des périodes où on était à 20 000 cas par jour. Néanmoins, quand on compare avec d'autres pays où il y a eu parfois du 200 000, du 300 000 cas par jour, comme aux États-Unis, pour un territoire encore une fois très urbanisé, avec une population un peu âgée, ils auraient pu avoir beaucoup plus de dégâts. La vaccination a pris pas mal de retard, mais ils ont rattrapé brusquement, enfin, ils ont démarré en retard, mais ils ont mis énormément d'efforts. Depuis, donc, ils sont à 77% de la population en personnes qui sont pleinement vaccinées et 79% pour les personnes qui ont au moins eu la première dose. Ça les met par exemple devant la France. Donc globalement, l'impact Covid, tout en restant très réel, on va voir ensuite dans le détail au fur et à mesure, a été somme toute contrôlé. Je ne vais pas passer plus de temps sur la macroéconomie. Slide suivante sur la distribution. Alors, il y a énormément à dire sur la distribution. On ne va malheureusement pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un marché mature, avec une variété donc, de canaux, une forte atomisation des acteurs dans certains secteurs. Vous pouvez voir sur la droite un petit camembert qui montre encore une fois cette variété des canaux. Les supermarchés sont très importants au Japon. À une certaine période, on faisait fréquemment les courses régulièrement et de ce point de vue-là, ils occupent donc une place très importante dans la vie japonaise. Il y a également les convenience stores. Pour ceux d'entre vous qui êtes allés aux États-Unis, c'est par exemple les 7-Eleven. Les différentes épiceries, encore une fois, il y a une vraie place qui est accordée aux produits de luxe, vente à distance et e-commerce. Je vais entrer plus en détail un peu après. Les boulangeries aussi qui se sont développées, on reviendra là-dessus dans le sectoriel. Les grands magasins, donc, qui est un secteur qui traditionnellement est assez important au Japon, mais là aussi on va revenir dessus, qui perd quand même du terrain. Et puis également ensuite une variété de réseaux type cavistes qui vendent aussi un peu d'alimentation et même drugstore, voilà, qui représente un canal intéressant. La France est plutôt positionnée sur le CHR et le détail de luxe, ce qui évidemment pour nous n'est pas forcément l'idéal dans le cas du Covid, puisque ça a eu un impact spécifiquement sur le CHR, moins 17,8% l'année dernière. Néanmoins, on est aussi quand même présent sur les autres canaux et typiquement, par exemple, dans le cadre du Covid, les supermarchés ont enregistré une progression de plus 4,7% de leur chiffre d'affaires. Pour rentrer plus en détail sur le positionnement de la France, slide suivante. Donc la France est typiquement sur des canaux type grand magasin, boutique spécialisée, supermarché gourmet. On peut penser à Sejoichi, on peut penser à Isetan. C'est des canaux où il y a vraiment un marketing poussé qui peut être effectué sur les produits, ce qui évidemment est particulièrement adapté aux produits français. Les supermarchés gourmets sont un canal qui est à la fois pertinent pour la France et qui, dans une certaine mesure, peuvent bénéficier de l'effet Covid. Donc, je pense que c'est un canal qui reste plus pertinent que jamais, notamment du fait que, par contre, les grands magasins, sur une tendance long terme, sont en baisse parce que ça correspond plus forcément exactement à la consommation japonaise. Ça reste un secteur important, mais voilà, on a besoin dans la société japonaise moderne de plus en plus de praticité, de plus en plus de disponibilité, ce qui favorise plutôt le e-commerce, qui favorise les convenience stores ou aussi donc certains supermarchés de proximité. Si on passe sur la slide suivante. Alors, donc les débouchés, il existe des débouchés potentiels pour les produits français sur les convenience stores. Il faut voir que les convenience stores, globalement, donc sont quand même plutôt assez entrée de gamme. Néanmoins, ils essayent de se renouveler avec des produits un peu plus premium et peuvent être intéressés parfois donc par pouvoir mettre une étiquette origine française. Donc, à condition bien sûr d'être un gros producteur et de pouvoir être capable de fournir des volumes et des prix, ça peut être un canal tout à fait pertinent. Attention toutefois à avoir bien en tête
que c'est un canal qui est très concentré. Vous avez trois acteurs qui réunissent 90%, qui ont 90% de part de marché, qui représentent des dizaines de milliers de boutiques. Donc, les références tournent assez vite. Hein. Si vous avez une opportunité là-dessus, c'est à saisir. Néanmoins, il faut quand même avoir en tête qu'ils sont impitoyables. C'est pire que la GMS. Peut-être justement donc un mot rapide sur la GMS et le hard discount. Alors, c'est des débouchés qui sont relativement difficiles pour les produits français. On peut appliquer le même raisonnement pour les supermarchés normaux et la GMS que pour les convenience stores. Si vous avez un produit vraiment attractif en prix, avoir une origine française, surtout sur certains produits, peut être intéressant pour un supermarché. Aeon, par exemple, qui est l'équivalent de Carrefour au Japon, fait une semaine française tous les ans. Maintenant, c'est vrai qu'il favorise beaucoup les produits japonais ou dans une moindre mesure américains, enfin des produits qui peuvent se positionner en prix. C'est difficile pour la France, à plus forte mesure pour le hard discount, où là, dans l'absolu, c'est vraiment très très compliqué pour la France de se positionner. Je vais rentrer plus en détail peut-être sur chacune des grandes enseignes. On a une question, Loïc. Oui. On a une question de Frédéric qui Oui. nous demande comment sont ouverts les restaurants actuellement en cette période de Covid. Est-ce que les Japonais continuent à y aller, à sortir dans les restaurants? Oui, alors, comme je le disais un peu plus tôt, le Covid clairement a impacté le secteur du CHR. Hein, j'ai dû évoquer 13%, enfin non, pardon, 17, moins 17,8% de baisse l'année dernière sur le CHR. L'impact a été réel, particulièrement en avril l'année dernière. Depuis, donc, la vaccination a progressé, différentes mesures ont été appliquées. Donc, le CHR a absorbé le gros du choc. Les Japonais clairement retournent dans les restaurants. Maintenant, il faut être honnête, on n'est pas au niveau encore de l'avant-Covid. Ils y sont. Et ils vont continuer à y aller parce que maintenant, ça va faire presque 2 ans que la crise a démarré. Donc, tout le monde s'est adapté. Il y a plus de distance dans les restaurants. Les gens se lavent bien les mains, font très attention. On peut espérer que sur le long terme, ça va progressivement revenir, mais clairement, pour le moyen terme, il faut considérer quand même qu'on va être dans une situation après Covid où les gens vont aller peut-être un peu moins en restaurant qu'avant Covid et vont privilégier quand même une restauration à la maison. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs un peu plus tard. C'est ce qu'ils appellent Tsugoyomi, qui veut dire en fait la nidification consommée à la maison, ce qu'auparavant on mangeait en restaurant. Les restaurants sont trop importants pour la vie japonaise pour disparaître comme ça du jour au lendemain. L'activité reste réelle, mais on va être raisonnablement sur un niveau un peu moins fort que ce que c'était avant la crise. Merci Loïc. Donc voilà, donc très rapidement sur les grandes enseignes. Donc pour juste citer le top 3, sur les grands magasins, vous avez notamment Isetan Mitsukoshi, peut-être certains d'entre vous connaissent, ils font une grande foire française. Takashimaya, donc, qui est un autre grand magasin de Tokyo, qui est plus traditionnel, j'ai envie de dire. Hankyu Hanshin, qui est plus situé sur l'ouest du Japon, dans la région d'Osaka et du Kansai. Sur les supermarchés gourmets, alors Seijoishi est très loin devant les autres, on parle d'à peu près 200 points de vente. Donc, il référence pas mal de produits français. Média, donc environ une trentaine de points de vente, peut-être plus traditionnels, plus premium aussi, qui font également de l'importation. Et puis enfin, dans une moindre mesure, Kinokuniya. Alors là, on va être peut-être sur un réseau un peu plus réduit, mais peut-être même encore un peu plus haut de gamme, notamment Super International du côté d'Aoyama, qui est vraiment qui est assez haut de gamme, qui est même très haut de gamme. Sur les supermarchés GMS, vous avez bien sûr Aeon, le numéro 1, et comme je disais, l'équivalent de Carrefour au Japon, qui fait une semaine française. Son grand rival, c'est Ito-Yokado, qui est la société qui appartient au groupe 7&i, qui détient également 7-Eleven. Donc, c'est vraiment les deux acteurs qui se font énormément concurrence. Vous avez enfin uni dans une moindre mesure. Vraiment, les deux poids lourds vont être Aeon et Ito-Yokado. Voilà.
Sur les convenience stores, la particularité, comme je le disais un peu avant, c'est que c'est un secteur très concentré. Les secteurs d'avant dont je vous parle, on est sur des parts de marché qui, parfois, si on prend typiquement sur les supermarchés, vous pouvez avoir les 11 premiers acteurs qui font à peine peut-être 20% du marché. Dans les convenience stores, les 3 premiers acteurs font 90% du marché. Donc, ils ont énormément de pouvoir et tout le monde se bat pour rentrer chez eux. Et quand je dis tout le monde, c'est y compris les grands fabricants japonais, c'est très dur de rentrer chez eux. Le numéro 1 est 7-Eleven. Vous avez ensuite Lawson. Et enfin, Family Mart. Aeon possède également un convenience store que je n'ai pas mis ici, Ministop, mais ils sont très loin derrière ces trois-là. Ça, c'est vraiment les 3 chaînes de référence. Elles ne font pas l'importation en direct. En général, vous serez obligé de passer par voilà, des très, très gros importateurs pour arriver à travailler avec ces sociétés. Quelques mots enfin sur le hard discount et le e-commerce. Sur le hard discount, donc, la chaîne Don Quijote, très connue, la chaîne aux pingouins. Donc, si vous êtes déjà allé au Japon, c'est à dessein, c'est un peu le bazar là-bas. C'est vraiment un style, ça marche très bien. C'est une ancienne hard discount généraliste. OK, Kobe Busan, en revanche, sont vraiment des hard discount alimentaires qui fonctionnent bien en ce moment, cette période de Covid. Et on peut dire de manière générale que le hard discount est plutôt en bonne santé en ce moment. Enfin, sur le e-commerce, et je vais rentrer un peu plus dans le détail parce que dans cette période, c'est un secteur qui peut pas mal alimenter les fantasmes. Rakuten est l'équivalent de Amazon au Japon. C'est une société japonaise avec la particularité qu'à la différence d'Amazon, elle ne fait pas l'achat des marchandises. Elle est une pure plateforme logistique sur laquelle les différents acteurs japonais ouvrent un corner. De la même manière qu'on pourrait ouvrir un corner dans un grand magasin, ils louent un espace. Ils offrent une logistique, ils n'achètent rien en tant que tel. Je dis ça parce que du coup, typiquement, vous ne pourrez jamais vendre à Rakuten en direct, vous vendrez à un acteur qui est sur Rakuten. Et c'est une différence très importante. Amazon donc existe au Japon. Bon, clairement, ils progressent très bien. Sur l'alimentaire, ils sont en retrait encore de Rakuten de manière générale. La différence, c'est que, outre le fait qu'ils achètent, ils font même l'importation pour le vin. En revanche, ils ne la font pas pour le food. Loaco, enfin, qui est un acteur, alors là, qui est plus en fait sur l'art de vivre et même dans une certaine mesure, la fourniture de bureaux, eux, ils sont plus récents dans l'alimentaire et ils ne font pas l'importation. Voilà, c'était pour passer très rapidement les grands acteurs. Je voudrais rentrer peut-être plus en détail sur la partie e-commerce. C'est clairement quelque chose de très pertinent dans cette période de Covid. Alors, pour être clair, le e-commerce au Japon est en retard d'autres pays. Maintenant, il a bien progressé ces dernières années, en particulier à la faveur du Covid. Toutefois, une bonne partie en fait de ce marché reste fermée aux fournisseurs étrangers. En gros, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que la partie bleue, là, qui a marqué place de marché pure player, c'est à peu près la partie sur laquelle vous pouvez éventuellement rentrer. Et seulement une partie de ces 39%. Le reste, qui peuvent être donc des coopératives de consommateurs, qui peuvent être du D2C, c'est-à-dire du direct to consumer, de la livraison d'alimentation bio, des net super, tout ça, c'est vraiment réservé aux fabricants japonais. Votre partie, c'est vraiment la partie place de marché, comme peut l'être éventuellement Amazon ou Rakuten. Donc, ça, c'est le premier point. Pour entrer plus dans le détail sur les différentes manières de travailler le e-commerce. Slide suivante. Alors, il y a plusieurs schémas. Premier schéma, vous travaillez avec un importateur traditionnel. Cet importateur traditionnel va vendre à des enseignes traditionnelles. Voilà, c'est un schéma qui peut fonctionner. Simplement, voilà, vous n'avez pas forcément comment dire, c'est pas vous qui déciderez forcément comment le produit sera mis en place, c'est simplement l'importateur qui décide de vendre à une enseigne. Vendre en direct à un pure player, c'est possible.
Alors, bon, il y a typiquement, comme je le disais, par exemple, Amazon qui achète sur le vin. Sur le food, ils ne le font pas. Vous avez des tout petits acteurs éventuellement qui le font. Ça reste un modèle assez rare, pour être clair. Vous avez peu de pure players qui font l'importation. Slide suivante. Alors, peut-être le place de marché à travers différents canaux, soit par le biais d'un distributeur qui revend lui-même à la place de marché, soit par le biais d'un importateur qui vend à la place de marché. Ça reste la majeure partie des cas. Certains importateurs, clairement, essayent maintenant de vendre de plus en plus sur les places de marché, essayent de faire des efforts. Vous avez quelques petits acteurs ou même certains gros acteurs à une époque qui commençaient à s'y intéresser. Typiquement, vous aviez Metro qui commençait à se positionner là-dessus, mais Metro a fermé au Japon. Ça reste, voilà, c'est en train de se développer, mais ça reste quand même en retrait. Et dernier cas de figure, voilà, la vente directe à une place de marché. Alors, vous avez la possibilité, à travers le fait que quand vous livrez un particulier au Japon, ça ne rentre pas dans le cadre d'une importation traditionnelle. Le consommateur japonais est considéré comme un importateur. Vous avez tout à fait la possibilité de vendre, par exemple, sur Rakuten, et le consommateur japonais va acheter en direct. Donc, vous pouvez le faire physiquement. Par contre, il y a deux choses à avoir en tête. Premièrement, vous n'avez pas d'importateur. Si jamais il y a un souci, potentiellement, il n'y a personne qui pourra faire le service après-vente auprès du consommateur. Et c'est vrai que les Japonais sont très attentifs aux questions de service. Surtout, et c'est peut-être le point le plus important, les importateurs au Japon vont passer beaucoup d'efforts dans leur sales force à essayer de vendre leurs produits, enfin à essayer de vendre vos produits auprès de différents réseaux. Ils ont des marges, ils ont un modèle de coût qui est calculé par rapport au fait qu'ils vont prendre leur marge et que le produit va être vendu à un certain prix. Si vous vendez en direct sur une place de marché, le problème, c'est que si votre produit, le modèle de prix n'est pas bien calculé, le prix auquel vous allez vendre sur une place de marché va toujours être inférieur au prix auquel vendrait un importateur traditionnel qui va forcément rajouter sa marge. Et le problème que ça va poser pour lui, c'est que en gros, même si lui il prend votre produit après, si par exemple vous commencez à vendre sur une place de marché et puis qu'après vous décidez de travailler avec un importateur, le problème c'est que votre produit aura déjà été vendu par exemple à 2 euros sur la place de marché et que lui il va le vendre à 4 euros à travers un distributeur traditionnel. Et lorsque votre produit sera éventuellement connu au Japon, le consommateur aura peut-être la tentation de plutôt acheter sur la place de marché que d'acheter chez les distributeurs traditionnels. La vision de l'importateur, ça va être de se dire, les efforts que je fais en Salesforce ne vont pas me bénéficier, ils vont bénéficier aux produits qui vont en direct sur Internet. Donc, il faut quand même faire attention à ça, c'est possible, mais ça peut gêner votre développement futur. Donc, je dirais, si vous avez l'intention, si pour vous, vous voulez vendre à tout, enfin, vous n'avez pas forcément le manpower pour vendre au Japon de manière assidue, peut-être que c'est un bon modèle pour vous la place de marché. Si vous avez l'intention de vous développer sur le long terme, faites très attention aux places de marché, ça peut bloquer votre développement futur. Je ne vais pas passer plus de temps sur la distribution. On a une autre question, Loïc. Oui, oui, oui. Une question de Charles. Recommandez-vous alors de différencier les gammes vendues chez un importateur et sur une place de marché? Oui, la réponse est oui, très clairement. Si vous voulez faire ça, vous devez créer une différenciation entre le produit que vous allez vendre en direct et celui que va référencer votre importateur. Il faut juste que d'une manière ou d'une autre, ça soit rentable pour votre importateur. C'est aussi simple que ça. Si vous avez une gamme complètement différente qui ne lui fait pas concurrence, éventuellement les deux peuvent coexister. Merci. Donc, on passe au point 3, pratique des affaires. Oui. Alors, donc, slide suivante. La culture japonaise est évidemment très différente de la culture française.
Bon, néanmoins, il ne faut pas non plus complètement se bloquer. Euh, les Japonais n'attendent pas de vous que vous soyez un grand expert de la culture japonaise. Et disons qu'il faut simplement avoir quelques grands repères en tête euh, et les respecter pour qu'ils sentent que vous avez vraiment la volonté de travailler avec eux. La première chose à avoir en tête, c'est que déjà, vous allez vraiment être sur un processus long terme où il y avoir beaucoup de travail en amont avant de pouvoir vraiment vendre au Japon. Trois principes en général à avoir en tête à travers tout ce processus. Numéro un, l'attention aux détails. Hein, les Japonais sont très méticuleux. Numéro deux, vous êtes dans une relation. Et numéro trois, vous êtes dans une culture qui est quand même très consensuelle. Hein. Les Japonais évitent des déclarations trop affirmatives qui pourraient éventuellement gêner quelqu'un, qui pourraient faire perdre la face à quelqu'un. Il faut toujours arrondir les angles au Japon. Voilà, ça c'est on va dire les trois grands principes. Je vais les décliner au fur et à mesure dans les 5 grandes étapes. Réflexion, rencontre, négociation, choix du partenaire et partenariat. Réflexion, j'ai envie de dire, ça commence à une question très simple. Est-ce que je dois aller au Japon? Je pense qu'il y a deux repères de bon sens. Premièrement, est-ce que vous vendez en Europe communautaire? Le Japon, au final, c'est quand même du grand export. C'est bien d'avoir une certaine expérience quand même de l'export avant de s'attaquer à ce marché qui reste très important pour certains secteurs, mais qui quand même demande voilà, un peu de bouteille, qui demande pas mal de repères parce qu'il est très exigeant, à la fois en termes réglementaires, parce qu'ils vont vous demander un certain nombre de documents, notamment pour bénéficier, par exemple, de certaines réductions douanières, et puis aussi au niveau commercial, parce qu'ils vont vous demander des adaptations, enfin voilà. Un autre point, c'est que c'est mieux si vous avez un responsable export dédié. Parce que dans certains moments, ils vont quand même vous prendre pas mal de temps, hein, vous poser des tas de questions, ils vont vous faire des romans, et il faut pouvoir y répondre. Au Japon, attention aux détails, voilà. Quand ils vous font un mail d'une page en vous disant et pourquoi votre produit il est comme ça et qu'est-ce que voilà, il faut répondre à tout. C'est bien d'avoir un responsable export pour pouvoir à plein temps pour pouvoir s'occuper de ces choses-là. Voilà, c'est quelques repères de bon sens. Deuxième question, comment je fais pour rencontrer un importateur? Alors là, j'ai envie de dire, vous avez 4 grandes méthodes. La première, c'est éventuellement, vous avez une relation qui est déjà implantée au Japon. Et ça marche pas mal au Japon parce que, comme je le disais, on est dans un pays sur lequel la relation est vraiment importante. Les Japonais construisent des relations à long terme. Les Japonais, la hantise numéro un qu'ils ont lorsqu'ils prennent un nouveau fournisseur, c'est est-ce qu'il va être fiable? Je dis ça parce que la culture japonaise, une fois de plus, est assez exigeante. Prendre un nouveau fournisseur qui soit capable de s'adapter à leurs besoins, c'est un vrai challenge. Ils ont souvent un sentiment que les fournisseurs étrangers ne sont pas forcément au niveau. Si vous êtes recommandé par quelqu'un qui les connaît, ils se disent, cette personne-là me connaît, elle sait de ce dont j'ai besoin, donc ça vous donne un capital de confiance. Donc ça, vous avez cette première ressource. Deuxième ressource, les salons. Le salon numéro 1 de l'agroalimentaire au Japon, c'est le Foodex. Alors bon, pour cette année, évidemment, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Sachez néanmoins qu'il est possible d'y participer par le biais éventuellement de représentation avec traducteur ou autre. Voilà, c'est en temps normal, c'est 80 000 personnes, 80 000 professionnels sur 4 jours. Les agences hein, de la Team France, c'est quelque chose qui, au-delà de la Team France, est quand même assez pratiqué au Japon. Vous avez certains importateurs qui ont parfois qui sont unipersonnels, qui sont des petites sociétés, se reposer sur le service des ambassades, des acteurs publics, ça les aide parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire du sourcing. Et quatrième point, on va dire tout ce qui est online meeting. Normalement, les Japonais aiment beaucoup le face-à-face, mais à la faveur du Covid, ils ont été obligés de s'adapter. Donc, voilà, tout ce qui est rencontre en ligne, c'est quelque chose qu'ils ont développé. Je vais passer à la partie négociation. Comment convaincre un importateur japonais? Alors bon, il n'y a pas de recette miracle. Globalement, il faut être bon partout.
Premièrement, il faut évidemment avoir un produit très qualitatif. Alors, typiquement, ils privilégient quand même plutôt les petits formats. C'est important pour eux d'avoir des DLC longues, hein. La distribution japonaise est très dure sur la DLC, donc les importateurs sont assez durs. Il faut en gros que vous ayez au moins 1 an de DLC. Voilà. Bon, ayez en tête aussi qu'ils vous demanderont peut-être beaucoup de documents ils vont vous faire un audit, ils vont essayer de comprendre comment vos produits sont faits. Avoir une labellisation qualité, c'est toujours un plus, mais globalement, culturellement, le Japon n'est pas un pays qui est très sensible à la labellisation qualité par rapport à d'autres pays. Il y a eu un sondage du G3 là-dessus. Il privilégie les importateurs, dans 58% des cas, privilégient un audit en interne. Donc, vous pouvez leur parler de votre certification de qualité, c'est un argument en plus, mais attendez-vous à ce qu'ils vous posent quand même des questions. Le choix du partenaire, vous avez rencontré un importateur japonais, la négociation s'est bien passée, mais vous avez d'autres pistes. Comment choisir votre partenaire? Prenez le temps de comprendre votre partenaire. Je ne saurais trop insister là-dessus. Les exclusivités au Japon sont vraiment prises au sérieux, notamment les exclusivités morales. Ils ne vont pas forcément vous faire rédiger un contrat, mais moralement, pour eux, très souvent, ils estiment que vous êtes exclusif avec eux. Donc, c'est important de bien comprendre le business model de votre partenaire, comment il travaille, quels sont les réseaux sur lesquels il vend, comment il va vendre votre produit. Vous n'êtes pas sur du speed dating, vous êtes sur une sorte de mariage, ou en tout cas vous êtes sur une relation long terme. Essayez de passer du temps à échanger avec eux avant de signer quelque chose, de façon à trouver quelqu'un qui se rapproche le plus possible de votre vision, de votre produit, de la manière dont vous voulez votre produit être vendu au Japon. Et une fois que parmi les différents partenaires, vous avez bien ciblé celui qui s'en rapproche le plus, ensuite, il faut vraiment travailler main dans la main avec parce que de toute façon, le marché est ce qu'il est. Et les Japonais ont souvent une vision bien à eux. Du coup, on en arrive au partenariat, comment travailler avec eux. Il faut bien avoir en tête que vendre au Japon, ce n'est pas une finalité, enfin, ça ne s'arrête pas là. Encore une fois, vous êtes sur une relation. Pour eux, vous ne vendez pas tellement une relation, enfin un produit, vous vendez une relation. Vous avez beaucoup échangé avec eux. Je vous conseillerais de venir au moins une fois au Japon, si vous n'êtes pas déjà venu. D'une part, ça les mettra de bonne humeur, enfin, ça montrera que vous vous attachez à votre relation. Et puis d'autre part, vous apprendrez des tas de choses. C'est un pays qui a une culture très riche et qui vous permettra sans doute de voir pourquoi peut-être vos partenaires japonais agissent d'une manière ou d'une autre, parce que la culture est quand même très différente. Et comme je l'avais dit auparavant, soyez très attentifs aux détails dans vos réponses. Au Japon, ce n'est pas admissible pour eux de ne pas donner des réponses détaillées à un mail. Hein. Ils prennent ça très au sérieux et voilà. Ils vont pas forcément s'énerver, mais parce qu'ils ne s'énervent pas, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça à la légère. Les Japonais sont très consensuels. Ils hésitent rarement à balancer des ultimatums, mais si ils ont le sentiment que la communication ne se fait pas, vous allez sentir l'énervement monter, et puis peut-être que d'un coup ça va exploser et le mal sera fait. Donc prenez le temps de bien répondre à leurs mails. Voilà, c'est une culture qui porte de l'attention aux détails. Je vais passer à la partie sectorielle. Donc, 5 secteurs sur les produits laitiers, la viande, la BVP, les produits sucrés et les produits salés. Pour commencer par les produits laitiers, tout d'abord, vous êtes sur un secteur qui globalement est en forte croissance. Alors, j'ai mis 5 ans maintenant, depuis peu, on sait que c'est 6 ans de croissance, les ventes de fromage. Je vous ai mis un petit graphique à droite. Donc, en bleu, c'est les courbes de vente de fromage. Donc, ils battent leur record de consommation de fromage à peu près tous les ans depuis maintenant 6 ans. Et en rouge, c'est la courbe en fait, de la part de marché des fromages nationaux. Donc, en gros, c'est le marché augmente et en faveur des fromages d'importation. La France, évidemment, est bien positionnée hein, parce que bon, la France est quand même très associée à ce produit. On a un vrai facteur d'authenticité et ça rentre dans les mœurs japonaises. Pour passer sur les faiblesses. Slide suivante.
le marché se développe. Après, il faut quand même avoir en tête que le goût japonais est assez fade. Du coup, certains fromages qui ont une identité assez forte sont difficiles à marketer au Japon. Pas impossible, mais ça demande un vrai travail avec de profondeur, d'où le fait qu'ils ne vont être vendus que sur certains réseaux spécifiques. Typiquement, je vous ai montré là sur la photo un corner fromager dans un grand magasin japonais. Vous avez quelques acteurs vraiment de très grands spécialistes du fromage qui généralement d'ailleurs parlent français. Euh, voilà. Alors pour nous, c'est un avantage et un inconvénient, en sens qu'on a vraiment des ambassadeurs de choix, avec des gens qui adorent la France et qui parlent très bien de nos fromages. Mais c'est un réseau qui est évidemment mis à mal par le Covid, considérant qu'il est sur les grands magasins. L'autre faiblesse, c'est qu'on a quand même des produits qui restent chers. Les ventes de fromage, comme je disais, ont progressé l'année dernière, mais très clairement, si on regarde dans le détail, c'est plutôt en fait sur la GMS. Vous avez des grands acteurs, bien sûr, type Savencia et autres, qui ont dans l'absolu profité de ce phénomène, je pense. Maintenant, c'est vrai que pour des fromages de spécialité qui étaient plus vendus en CHR ou en grand magasin, la phase qu'on vient de traverser a été plus compliquée. Je vais passer aux opportunités. Deux opportunités. La première, ça va être ce qu'on appelle l'APE, l'accord de partenariat économique. Donc, c'est le plus grand accord de libre-échange de l'histoire entre l'Union européenne et le Japon. Donc, ça a notamment un impact réel sur le fromage sur le long terme, hein, puisque à une période, les fromages, certains types de fromages étaient imposés à 30%. Sur un calendrier d'à peu près 16 ans, les droits vont baisser et ça va progressivement favoriser la compétitivité de nos fromages. Dans la période immédiate après la signature de l'APE, c'est-à-dire en 2019, clairement, on a vu une augmentation significative de nos exportations de fromage, donc ça fonctionne. L'autre point, c'est les mariages vin et fromage. Tout ce qui est ce qu'on appelle la culture des tsumami au Japon, alors à ne pas confondre avec tsunami, c'est des petits encas qu'on accompagne en fait, qui accompagnent le vin. Et là, évidemment, comme le vin au Japon est quand même fortement associé à la France, on a un vrai levier marketing là-dessus. Et très clairement, c'est comme ça qu'on essayait de le vendre les supermarchés japonais. En 2019, juste après avoir signé la PE, il y avait des grandes promotions autour du vin et notamment du fromage. Je vais passer aux menaces. Je parlais de la PE un peu plus tôt. Alors, tout n'est pas non plus rose. Le système autour de la PE est un peu spécifique. Il y a un système de quotas. Hein, il y a une réduction de tarifs douaniers, mais à une certaine hauteur, à un certain quota. Et pour que tout le monde en ait, il y a un système de loterie qui est mis en place. Donc, ça veut dire que tous les importateurs n'en auront pas. Donc déjà, il y a cette chose-là, il faut que l'importateur bénéficie d'un quota. Et puis par ailleurs, il y a ce qu'on appelle la règle d'origine. Il faut prouver que le fromage est d'origine européenne. Et ça peut sembler évident, ça l'est moins que ça peut le sembler, en ce sens qu'il faut prouver à la fois l'origine du fromage et de l'ingrédient, des ingrédients des fromages, parfois des ingrédients des ingrédients. Je vous dis ça parce que, en tant que Français, peut-être par rapport à d'autres pays, on peut être méfiant sur ces demandes-là. Ils n'essayent pas de vous voler un secret de fabrication ou quoi que ce soit. Ils en ont besoin pour, si un importateur vous demande ça, il en a besoin pour obtenir les réductions douanières. Si vous ne lui donnez pas ces documents, ça peut vous gêner dans vos relations d'affaires. Autre menace, la production japonaise. Je vous ai mis en petit encart une image de différentes fromageries japonaises qui étaient vendues en crowdfunding. Donc ça se développe. Les fromages japonais, par exemple, viennent d'exposer pour la deuxième fois au World Cheese Award. Donc ils essayent clairement de pousser leur production. Et puis peut-être très rapidement, par rapport au risque d'hystéria, vous avez des analyses qui peuvent être demandées. Voilà à peu près l'ensemble des menaces. Je vais passer au secteur produits carnés. Là aussi, un secteur très intéressant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la consommation de produits carnés au Japon, en fait, est maintenant plus importante que celle de poissons. On a cette image que le Japon est un pays de produits de la mer. Ça reste vrai dans une certaine mesure, mais depuis 2011,
la consommation de produits carnés est supérieure à celle de poisson. Leurs mœurs s'occidentalisent, la viande a un certain nombre d'avantages économiques et en termes de préparation, c'est plus rapide à consommer, c'est plus rapide à préparer. Et ça donne un meilleur sentiment de satiété. Du coup, la consommation de viande explose. Le Covid a eu un certain impact, notamment par rapport à des perturbations dans la chaîne de fourniture aux États-Unis. La France, là-dessus, a une place qui reste, on va dire, voilà, assez. La réalité est assez variée en fonction des produits. On est très haut de gamme sur la volaille et en ce moment, la période n'est pas bonne du fait des problèmes CHR et grands magasins. On est marginal comment dire, en bœuf. Néanmoins, on a une vraie place sur les abats de bœuf. Et on est bien placé dans le porc. Hein. L'année dernière, on a vendu quand même 40 millions d'euros de porc au Japon. C'est quand même pas négligeable. Je vous ai mis là une petite étiquette d'un produit porcin français vendu dans un supermarché japonais. Je vais passer aux faiblesses. Alors la faiblesse, ça va être les différences de goût. Hein. Clairement, le Japon est sur un produit très gras. Hein. Vous pouvez le voir, je pense, sur la photo que j'ai mis juste à côté. Tout ce qui est viande persillée, ce genre de choses, ils adorent. Nous, on est plus sur, par exemple, un bœuf de tradition maigre. Notre charcuterie aussi est peut-être un peu plus salée que ce qu'apprécient les Japonais. Voilà, il y a des adaptations à faire. Bon, au final, on vend quand même, comme je le disais, 40 millions d'euros de porc au Japon, mais typiquement, si vous voulez vendre du bœuf au Japon, ayez quand même ça en tête. Ça peut être bien de proposer une race qui, par exemple, s'engraisse facilement et de proposer peut-être un produit un peu plus spécifique pour le Japon. Et puis, de manière générale, peut-être un manque de notoriété. Ce n'est pas le produit sur lequel, qui est le plus associé à la France par rapport au pain, au vin, au fromage, etc. Troisième point, donc sur les opportunités. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, hein, la consommation de viande a dépassé celle de poisson. Là aussi, l'APE ouvre des opportunités et typiquement nos exportations de porc ont bondi dans l'immédiat après eux. Et là aussi, vous pouvez faire levier du mariage vin et bah là, typiquement viande. Je connais des importateurs qui voulaient faire un marketing croisé entre le vin et la langue de bœuf, par exemple. Je vais passer aux menaces. Donc, menaces, alors là, elle va être variée en fonction des secteurs. Sur la charcuterie, nos grands rivaux, c'est les Espagnols et surtout les Italiens. Vous avez du jambon de Parme présent un peu partout, même dans des restaurants très bas de gamme. Je vous ai mis une petite carte d'un famille restaurant, donc c'est un restaurant vraiment bas de gamme, et vous voyez peut-être la petite couronne de jambon de Parme dans le menu sur un réseau de restaurants qui fait 1 millier de boutiques. Donc le jambon italien se vend très bien. L'Espagne est en train de remonter à la faveur notamment de l'Ibérico. La France est beaucoup plus en retard. On a commencé la promotion par rapport aux Espagnols et Italiens peut-être il y a 10 ans, alors que ça fait 40 ans qu'ils le font, donc il y a pas mal de retard à rattraper. Sur le bœuf, on a obtenu la réouverture en 2013 suite à la vache folle. On a obtenu la réouverture au plus de 30 mois il y a 2 ans, enfin en 2019, 2020. Maintenant, les concurrents européens se sont aussi pressés. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la base, hein, sur le bœuf, les principaux fournisseurs japonais, ça va être l'Australie et les États-Unis. Le positionnement de la France n'est pas sur ce marché mass market, il est face aux concurrents européens. Les principaux concurrents vont être l'Irlande, la Pologne, l'Angleterre. Et maintenant, on a 8 rivaux. Donc, voilà. C'est un marché très concurrentiel. Il y a des opportunités, notamment parce que le marché chinois est très bien reparti. Du coup, il y a un manque de viande américaine au Japon. Donc, peut-être que vous pouvez avoir des opportunités sur le bœuf à la faveur du redémarrage, sur le bœuf au Japon à la faveur du redémarrage chinois. Mais ayez bien en tête que voilà, il faudra faire des efforts sur le bœuf. Et sur le porc, l'Espagne, donc, qui est un élevage très dynamique.
Sur les produits sucrés, alors on va être particulièrement sur le chocolat. Hein, alors les produits sucrés, c'est de manière générale un secteur qui est assez porteur. Les Japonais apprécient les petits encas, les friandises, notamment parce qu'il y a de plus en plus de pression au travail. Il faut, enfin voilà, euh, la société japonaise va de plus en plus vite, donc se faire plaisir après le travail, notamment dans la période Covid, c'est quand même très apprécié des Japonais. Donc tout ce qui est chocolat, petites friandises et autres, c'est un secteur qui se porte globalement bien et sur laquelle la France est très pertinente. Typiquement, le salon du chocolat, en temps normal, c'est 110 exposants, dont 40 à 50 sont français. On a des marques premium, on a un vrai savoir-faire qui est reconnu. Slide suivante sur les faiblesses. Euh, Notre gros point faible, évidemment, ça va être le prix. Hein, et puis, d'autre part, on va avoir peut-être un goût parfois plus amer que ce que les Japonais, à quoi les Japonais sont habitués, notamment parce que vous avez des marques belges qui sont vendues en grande distribution et qui ont un goût quand même qui est peut-être un peu plus doux, un peu plus sucré. Néanmoins, la France a voilà, a des vrais amateurs. Donc, je pense qu'après, c'est vraiment une question de positionnement, de l'aveu même des importateurs. Les Belges ont un positionnement, on a un positionnement différent. Sur les opportunités, alors, l'opportunité, elle va être d'une part sur le fait qu'encore une fois, les Japonais ont envie de se faire plaisir quand même, plus que jamais dans une période assez compliquée. D'autre part aussi, si vous pouvez proposer des produits avec un angle un peu santé, avec une image saine. Le Japon est un pays vieillissant qui fait très attention à ces questions de santé. Si vous pouvez proposer un produit qui, par exemple, euh, contribue à la mémoire, au cholestérol, enfin, je raconte un peu, voilà, c'était des exemples au hasard, mais au Japon, c'est un marketing qui se pratique beaucoup. Tout ce qui est la nourriture fonctionnelle, c'est exploité à fond par les fabricants japonais, et il y a un vrai angle là-dessus. L'autre point, ça va être sur la progression du e-commerce. Des produits comme les produits sucrés sont quand même peut-être plus faciles à vendre pour des petits importateurs e-commerce que des produits comme la viande ou même le fromage. Donc, il y a un vrai angle là-dessus. Peut-être sur les menaces. Voilà. Euh, alors, je vous ai dit un peu plus tôt que voilà, les grands magasins, quand même, étaient sur une tendance long terme qui était compliquée. Je vous ai mis un graphique à droite. À l'heure actuelle, on est, enfin, en 2020, le chiffre d'affaires des grands magasins était de 4 220 milliards de yens. Alors qu'il était de presque 10 000 milliards de yens au milieu des années 90. De toute façon, je pense que vous pouvez voir la courbe qui est relativement parlante. Hein, on est revenu au niveau des années 75. Alors, il est clair que le Covid a mis un violent coup aux grands magasins, hein, parce que vous avez un soudain décrochage pour 2020. Néanmoins, on est quand même sur une tendance qui est long terme, qui est compliquée. Encore une fois, les Japonais ont besoin de praticité, ils ont besoin de produits qui peuvent consommer rapidement, qui sont disponibles un peu partout. Il reste toujours un créneau pour les grands magasins, hein, plus que jamais pour des produits d'exception, mais il faut commencer à pratiquer peut-être un marketing un peu plus diversifié et être capable de proposer des produits qui peuvent être vendus par exemple plutôt dans les supermarchés gourmets, voire dans des enseignes comme les convenience stores. Et puis donc la concurrence belge, voire japonaise, sur lequel il y a aussi des produits en termes de menaces. On a des questions, Loïc, avant de passer au Oui. point suivant. Alors, deux questions de la part de Frédéric. Est-ce que vous savez si le Foodex se tiendra vraiment en 2022? Oui. Deuxième question. Ah, je vous Oui, laisse bah, répondre. deuxième question. Non, deuxième question, je vais prendre la suite. Oui. Deuxième question, est-ce que la livraison à domicile existe au Japon par Uber Eats ou autre livraison proposée par les supermarchés? Alors, première question. Alors, sur le Foodex, jusqu'à la vague Omicron, j'aurais envie de vous dire oui. Clairement, c'était l'orientation que prenaient les choses. Le gouvernement japonais avait relaxé progressivement les mesures de sécurité. Il y avait notamment un visa à faire qui permettait d'éviter la quarantaine de 14 jours.
Euh, c'est redevenu avec Omicron, ils ont resserré les vis à fond. Donc, ça va être dur pour moi de vous dire exactement en détail comment ça va se passer. Omicron est trop récent. On est un peu en terrain inconnu. Mon sentiment, enfin, typiquement cette année, on l'a mené. Il y a eu un Foodex. J'ai envie de croire que ça va du coup se dérouler sur les mêmes bases que cette année, c'est-à-dire un Foodex à taille réduite, où ça va être juste les personnes qui sont déjà sur place au Japon ou qui peuvent être représentées par un partenaire, soit un portateur, voire une traductrice, qui vont participer au Foodex. C'est le schéma. En 2019, le Foodex avait été annulé du fait du Covid. En 2020, il s'est tenu sur une surface réduite. On espérait qu'en 2021, avant Omicron, pardon, en 2022, avant Omicron, le Foodex allait redémarrer sur des bases normales. Visiblement, au mieux, on sera sur les bases de 2021 avec un pavillon à surface réduite. Sur la deuxième question, sur la livraison à domicile, oui, Uber Eats livre à la maison. Très clairement, ça s'est beaucoup développé. De manière générale, tout le CHR s'est mis à pratiquer les livraisons. C'est là où je dis quand même qu'il va y avoir un après-Covid. Le CHR ne s'est pas effondré quand même non plus, mais il va forcément y avoir des adaptations. Le Covid était un bouleversement à l'échelle. Si j'ai répondu aux questions, du coup, je vais Oui, on peut continuer sur poursuivre. les Oui, BP. oui. Je Voilà. pense qu'on a répondu à la question de Frédéric, donc on peut avancer. Merci. Du coup, sur la BVP, alors là aussi, un secteur en très bonne forme. En fait, depuis maintenant quelques années, en valeur, les dépenses en BVP ont dépassé celles en riz. Hein. Là aussi, l'image qu'on a du Japon, c'est une consommation de riz tous les jours. Ça reste là aussi vrai. Néanmoins, la consommation de BVP a explosé. Tout simplement, là encore, parce que ça répond bien aux nouvelles exigences sociales. C'est des produits qu'on peut consommer on the go. Voilà, on passe rapidement au convenience store, on achète un petit pain, on achète, voilà, et on mange tout de suite. Euh, du coup, l'impact Covid, bon, il a été réel comme sur les autres secteurs. Par contre, j'ai envie de dire, la contraction a été minime. C'est-à-dire, on parle de l'ordre de 0,5%. Vous avez d'autres secteurs où l'impact a été significatif. Sur le ABVP, au lieu d'avoir une croissance, vous avez eu une contraction très faible. Voilà. Alors, la France est évidemment très présente sur ce secteur. Alors, je vous ai mis par exemple une image de la boulangerie Paul qui a ouvert à Yokohama. Mais vous avez également, comment il s'appelle alors vous avez Viron, vous avez le DUF, bien sûr, qui est présent. Vous avez Kaiser. Voilà, toutes les grandes chaînes françaises globalement en BVP sont au Japon. C'est un marché euh, important et en développement. Faiblesse. Alors, bon, tout en étant très intéressé par la BVP et notamment en ayant une excellente image de la France, il ne faut pas perdre de vue, encore une fois, qu'ils ont une culture quand même qui est distincte. La BVP au Japon, ce n'est pas la BVP en France. Globalement, ils ont une préférence pour des portions plus petites et d'autre part pour des pains beaucoup plus mous que les nôtres. Je vous ai mis dans la petite image à droite un classement de popularité des différents produits, hommes et femmes. C'est un sondage qui a été fait par un magazine japonais. Ce que vous pouvez voir, en gros, en vert, c'est les produits qui correspondent plus ou moins à la tradition française. En orange, les produits qui vont être un peu d'inspiration occidentale. En rouge, les produits qui vont être plutôt japonais. Enfin, même qui vont être carrément japonais. Donc, comme vous pouvez le voir, tout en ayant des vrais best-sellers comme le croissant, la baguette, typiquement chez Picard, le numéro 1 des ventes, c'est les croissants. Euh, le, euh, voilà, il y a quand même beaucoup de produits qui sont adaptés pour le Japon. Et du coup, même si la consommation explose, ça ne veut pas dire qu'on peut tout capter. Typiquement, il y a par exemple une grosse partie de la consommation qui est du pain de mie, pas de la baguette comme on peut l'avoir en France ou de manière générale un pain à croûte dure. Euh, donc, si j'ai envie de dire, c'est vraiment la principale faiblesse qu'a le produit français, c'est qu'on est sur une tradition qui est
voilà, qui doit continuer à se promouvoir pour progressivement peut-être gagner de plus en plus d'adeptes au Japon. Je vais passer directement sur les opportunités. Comme je le disais, hein, donc la croissance, la consommation de pain a dépassé celle de riz depuis maintenant presque 10 ans. Il y a un vrai changement des mœurs alimentaires et d'autre part, l'APE, là aussi, aide à promouvoir les produits français. Sur les menaces, alors là, la principale menace qu'on va avoir, ça va peut-être être les pays d'Asie de l'Est. C'est-à-dire que notamment les Indonésiens et de manière générale aussi un certain nombre de grands groupes qui implantent des usines en Asie du Sud-Est vont pouvoir proposer parfois des produits à vraiment pas cher. Du coup, ça crée vraiment de plus en plus de concurrence pour les produits français. On garde quand même un avantage, mais pour en avoir parlé notamment avec une grande maison de commerce, clairement, il va y avoir de plus en plus de pression sur les prix. La France, quand même, garde un gros potentiel de croissance et l'APE, notamment, va nous aider à gagner en compétitivité. Je vais terminer sur les produits de l'épicerie salée. Alors là, c'est peut-être le secteur qui est le plus compliqué à expliquer, qui est le plus compliqué d'approche parce qu'en fait, ça recouvre un grand nombre de produits différents. Et on revient sur le fait que le Japon a une culture, de manière générale, une culture gastronomique très différente. Du coup, il va falloir faire beaucoup d'efforts de marketing, beaucoup d'efforts de promotion sur le terrain pour arriver à expliquer nos traditions, pour arriver à expliquer nos produits. À la différence de l'Italie et de l'Espagne, la France n'a pas forcément de levier clair pour faire la promotion d'un produit. Les Espagnols et les Italiens peuvent utiliser le régime méditerranéen pour promouvoir bien sûr l'huile d'olive, mais les anchois, tout un tas de produits. Voilà, la France n'a pas ça et du coup, typiquement, ce que vous travaillerez avec un importateur, il faudra travailler vraiment beaucoup avec lui pour développer le message produit pour qu'il puisse l'adapter à son réseau. Je connais notamment une importatrice qui, par exemple, faisait la promotion de l'huile d'olive française. C'est une huile d'olive noire, alors que les huiles espagnoles et italiennes sont des huiles d'olive vertes. Elle était obligée de tout reprendre de zéro. C'est un peu le genre de défi auquel vous allez devoir relever. On n'a pas de manière générale les recettes emblématiques, par exemple, de l'Italie avec les pâtes, avec la pizza. Ça peut paraître bête comme ça, mais la France a une image fantastique au Japon, mais n'a pas forcément de recettes emblématiques qui permet de populariser la cuisine française au plus grand nombre. C'est ça notre principale faiblesse sur ce secteur. Sur les faiblesses, alors sur les opportunités, là encore, on va revenir sur l'APE. Encore une fois, ça ouvre des réductions douanières sur la majeure partie des produits alimentaires. Un autre aspect de l'APE qui est bon pour nous spécifiquement sur ce secteur, c'est les IGP. La partie douanière est la plus connue. Néanmoins, il y a également une reconnaissance mutuelle des IGP dans le cadre de l'APE. Et de manière générale, les Japonais ont essayé de développer leurs propres IG. C'est plutôt récent pour eux, mais ça devrait aider sur le long terme, notamment parce qu'en plus, les Japonais eux-mêmes essayent d'exporter certains produits à très haute valeur ajoutée. Ça devrait aider le marketing des IG et le marketing des IG devrait aider à promouvoir nos produits parce qu'on a beaucoup de produits à IG. Sur les menaces, voilà. Ce que je disais un peu plus tôt, les Espagnols et Italiens savent très bien utiliser le régime méditerranéen et notamment ses bénéfices santé. On revient sur ce que je disais sur le fait que les Japonais sont très sensibles à l'argument santé pour arriver à vendre leur production. Et évidemment, l'impact Covid qui a été important sur le CHR. Alors, je vous ai mis un petit graphique, voilà. Donc, vous pouvez voir, je pense, sur la barre à 100% qui est en haut, que globalement, tous les réseaux, en fait, parce que chacune des lignes est un segment spécifique du CHR. Vous avez des restaurants bas de gamme, enfin entrée de gamme, que sont les familles restaurantes, vous avez des fast-food,
vous avez des bars, vous avez des cafés et vous avez des restaurants gastronomiques, qu'on appelle des dîners-restaurants. Globalement, si vous regardez aux alentours, sur la fin du graphique, vous pouvez voir que la barre à 100%, le graphique commence à décrocher. C'est au moment où la crise du Covid a éclaté vraiment au Japon, où spécifiquement, il y a eu un état d'urgence. Donc, ça a fortement impacté le secteur CHR, notamment le secteur des restaurants gastronomiques. En avril, en gros, ils ont pris moins 80% de chiffre d'affaires. Vous pouvez imaginer à quel point ça a fait mal. Voilà. Depuis, les choses se sont quand même pas mal rétablies, mais il faut donc avoir en tête que dans l'immédiat, ça crée quand même des challenges pour nous sur ce secteur-là. Voilà à peu près, dans les grandes lignes, le résumé que je pouvais vous faire du marché japonais sur les aspects distribution et sectoriel. Je laisse la parole à Émilie et je reste à votre disposition si nécessaire. Merci beaucoup, Loïc. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de céder la parole à Émilie pour le petit zoom sur la filière bio. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos expériences. C'est le moment de prendre la parole. Il n'y a pas de questions qui arrivent, donc Émilie, je te laisse poursuivre. Merci Karen. Bonjour à tous. Je vais être un petit peu plus rapide que Loïc sur ces parties, puis je vais essayer de ne pas redire hein, certaines choses qui ont déjà été énoncées, même si je vais devoir préciser certains points évidemment. Notamment avant tout, ça paraît évident, mais il faut bien garder en tête qu'on est face à un consommateur qui a des valeurs en fait, qui sont basiquement très différentes des nôtres et qui va avoir une approche en fait complètement différente des produits. Concernant le bio, donc, il faut savoir qu'au Japon, c'est un marché qui est naissant. Il existe déjà depuis plusieurs années. Hein. Il y a notamment le label qui a été créé en 2001, mais c'est un marché qui évolue vraiment très, très lentement, qui est encore timide. Donc ici, on a quelques chiffres hein, qui dressent un panorama global de ce marché, qui illustre un petit peu ce que je suis en train de vous dire. 0,5%, c'est la superficie agricole du Japon qui est certifiée bio. Alors, il faut savoir qu'il y a 12% du territoire seulement qui est dédié à l'agriculture, que là, sur cette partie bio, on est à 0,5% des 12%. Donc, voilà, c'est vraiment très, 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 très léger. Le bio représente 1,5% des ventes de produits agricoles du Japon. Voilà, donc encore une part infime. C'est un marché qui progresse de 1% par an, en tout cas sur les 5 dernières années. Le consommateur japonais consomme 8 fois moins de produits bio que le consommateur français. Et enfin, il n'y a que 1% des produits alimentaires qui est estampillé JAS. Donc JAS, hein, c'est le label japonais qui certifie que le produit est bio, versus 28% en France. Donc, vous voyez un petit peu la différence entre l'arrivée de cette tendance entre le Japon et la France. Au Japon, tout prend du temps. C'est un marché qui est exigeant, qui demande beaucoup de temps. On n'en a pas encore parlé, mais la notion de temps est vraiment extrêmement présente et importante. Voilà, donc le marché se développe lentement et les consommateurs, voilà, il y a quand même une évolution hein, de 1% par an, même si elle est faible, on est quand même dans le positif. Donc voilà, je pense que ça prendra un petit peu de temps, mais on va le voir ensuite dans les prochaines slides. On pense que voilà, ça va quand même un petit peu augmenter au bout d'un moment. Du côté des forces, hein, pour reprendre un petit peu les modèles précédents, donc on est auprès d'un consommateur qui accorde énormément d'importance à son alimentation. Il faut que son alimentation soit très saine. Voilà, donc on sait que c'est un label qui est très important aussi pour eux, forcément, dans une certaine mesure. On bénéficie aussi de l'occidentalisation des habitudes alimentaires. Hein, on l'a vu précédemment avec l'apparition des boulangeries, etc. Il y a énormément de pancakes, de barbecue, enfin plein de choses qui se développent beaucoup au Japon. Donc, on sent que, voilà, que ça tend quand même à se développer, même si c'est un petit peu lent. On compte aussi là-dessus pour que ça intéresse un peu plus le consommateur. Et puis, on voit ici, hein, je vous l'ai remis, le logo de la Japanese Agricultural Standards, qui est reconnu et apprécié des consommateurs. Même si, on va le voir dans la slide suivante, ce n'est pas le logo qui est le plus apprécié finalement. Dans les faiblesses de ce marché, c'est un marché, comme je vous l'ai dit, qui évolue lentement et qui est moins dynamique que dans les autres pays développés. Donc forcément, on n'a pas cet effet d'émulation autour du marché, puisque bon, on sait que ça existe, mais bon, on n'est pas encore complètement à fond dans le sujet. Et puis c'est forcément un marché aussi, hein, comme au début en France, hein,
qui est réservé à une clientèle aisée. Pourquoi? Parce que forcément, il y a peu d'offres. On est sur des, comme on l'a vu tout à l'heure, sur des cultures qui sont complètement atomisées et toutes petites. Donc forcément, ça demande plus de travail et plus de... Voilà, il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc on est sur un prix consommateur qui est plus élevé, mécaniquement. Le consommateur japonais, hop, on va rester au-dessus, Karen, merci. Le consommateur japonais donc, est plus sensible aux mentions sans OGM et sans additifs et conservateurs. Pardon. Effectivement, donc, eux, culturellement, en fait, les Japonais vont être beaucoup plus sensibles à des produits free-from plutôt sans additifs et sans conservateurs qu'aux produits bio. Voilà, parce que ça fait longtemps qu'on explique aux consommateurs que c'est meilleur pour la santé, etc. Il y a eu beaucoup de pédagogie là-dessus. Donc forcément, maintenant, c'est ancré profondément dans les habitudes de consommation. Merci. Je l'ai remis ici, cette opportunité, puisque forcément, on compte beaucoup là-dessus pour que le marché se développe. On est aussi évidemment sur le 3e plus grand importateur mondial de produits agroalimentaires. Il y a un déficit quasiment sur tous les secteurs au Japon qui permet justement aux produits étrangers d'exporter sur le territoire. Et l'opportunité aussi, c'est que comme on a ces petites exploitations agricoles, on est sur une chaîne d'approvisionnement qui est complexe et donc les distributeurs japonais recherchent de nouveaux partenaires. Voilà, et forcément des partenaires étrangers, puisque ce sont eux qui proposent la meilleure offre sur ces segments-là. Merci. Et les menaces, enfin, sur ce marché-là, c'est qu'on a déjà une offre très large de produits sains et naturels au Japon. Il y a beaucoup de légumes qui ne sont pas forcément estampillés bio, mais qui sont justement issus de la ferme ou de petites exploitations. Donc, il y a déjà une très, très forte concurrence de ces produits qui sont présents depuis très longtemps. Et puis forcément, le Covid-19 et la fermeture des frontières. Donc, on parle d'évolution des tendances de consommation vers une occidentalisation. Forcément, avec le Covid-19 et la fermeture des frontières, forcément, c'est plus restreint et ça se réduit plus puisque on a beaucoup moins d'arrivées de tendances et de nouvelles de la part des pays extérieurs. Et enfin, un dernier point très important aussi, on peut revenir à la slide précédente, Karen, s'il vous plaît, merci. Et enfin, un point très important, c'est la place prépondérante donc, des Sogo-Shosha. En fait, ce sont toutes ces grandes entreprises qui sont des maisons de commerce, en gros, des énormes coopératives qui ont vraiment un pouvoir de négociation et de décision énorme face au gouvernement japonais. Voilà. Merci. Alors quand même, un exemple de bio qui a bien marché, c'est Bio C'est Bon, qui a en 2016 créé une joint venture avec Aeon. Donc Aeon, on en parlait aussi précédemment, c'est l'équivalent du groupe Carrefour au Japon. Et depuis 2016, donc, ce sont 27 magasins qui se sont ouverts à Tokyo en périphérie, avec plus de 2000 références, dont 25% d'origine française. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle, ça prouve que ça marche et que ça se développe un petit peu. Cependant, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, il faut vraiment avoir, si je puis dire, les reins solides et un bon marketing pour aller approcher le consommateur. Je vais faire une petite conclusion sur le secteur bio avant d'entamer la réglementation. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est un marché naissant. Il y a des possibilités, même si c'est pas extrêmement dynamique. Moi, je dirais que ça peut être tout à fait possible si vous avez une très bonne stratégie de communication et de marque. C'est-à-dire qu'il faut que le consommateur japonais, il a peu d'appétence pour le risque et il faut faire énormément de pédagogie pour lui dire qu'est-ce que c'est le bio, qu'est-ce que ça implique, quels sont les produits concernés, etc. Voilà, il faut investir énormément sur le marketing et ensuite, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Merci. Donc maintenant, on va aborder la réglementation au Japon. Alors là, très clairement, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions précises en direct parce que c'est beaucoup trop particulier et lié à chaque produit. Donc, je vous invite à nous contacter, que ce soit Business France ou moi-même ou encore la BCI. Si vous avez des questions particulières, on y répondra avec grand plaisir. Je vais rester un petit peu global, mais voilà, n'hésitez pas, si jamais. La réglementation, donc globalement, il y a une grosse barrière qui est qu'on appelle non tarifaire. C'est forcément la façon de travailler du Japon et des Japonais. C'est un pays qui est très protectionniste
Et on ne le répétera jamais assez, voilà, quand vous voulez exporter au Japon, il y a énormément de documents, il faut être extrêmement carré, voilà, il faut être parfait à la virgule près sur tous vos documents si vous voulez vraiment gagner la confiance de vos partenaires et pénétrer le marché. Voilà. Et donc forcément, hein, cette logique et cette façon de faire très japonaise implique que forcément, il y a des mesures réglementaires qui sont plus nombreuses, plus importantes que ce qu'on retrouve dans d'autres pays. L'APE, donc on en a parlé tout à l'heure, j'y reviendrai encore après parce que c'est vraiment très important, c'est vraiment le levier le plus important de l'Europe hein, et des pays comme la France pour exporter au Japon. Donc on a une réduction des barrières non tarifaires hein, qui a été mise en place et aussi évidemment des barrières tarifaires. En 2019 par exemple, hein, on peut constater que les exports de l'UE ont augmenté de 16% vers le Japon, voilà, puisque l'accord, comme on vous l'a dit, a été mis en place au 1er février 2019, donc il reste assez récent. Pour exporter au Japon, évidemment, on l'a aussi précisé tout à l'heure, il faut absolument prouver l'origine de vos produits. On vous demandera une panoplie de documents à remplir, mais c'est vraiment extrêmement important. Et puis ensuite, cet accord, il va étendre enfin la reconnaissance des appellations d'origine protégée européenne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la France et les produits français, hein, puisque on a quand même beaucoup d'appellations qui sont protégées et qui contribuent à faire la valeur de nos produits. Donc voilà, ça fait partie de ce dispositif en tout cas. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc l'APE, voilà, jusqu'en 2018, hein, donc avant 2019, on avait environ 30% de taxes appliquées par le Japon sur une vaste gamme de produits. Et depuis février 2019, donc on a une diminution, une suppression de ces barrières en fonction de 3 catégories de produits. La première catégorie, donc la catégorie A, ça a été une suppression immédiate en fait, de tous les tarifs douaniers sur certains produits, dont notamment le vin, par exemple. Et a prouvé aussi justement, c'était déjà un des premiers postes d'export hein, de la France vers le Japon, mais ça nous a permis de conquérir des marchés comme par exemple le vin d'entrée de gamme, qui était auparavant détenu par les vins d'Amérique du Sud, par exemple. La catégorie B, donc c'est une diminution progressive des droits de douane, hein, selon un échéancier en fait, allant jusqu'à la suppression totale au bout d'un certain nombre d'années, comme la viande de porc par exemple ou le fromage. Et puis enfin la catégorie R, donc ça c'est une baisse d'année en année, mais sans suppression totale au bout. Voilà, très cadencé également, mais qui laissera quand même des taxes à terme. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc ensuite, très rapidement, les normes japonaises donc, sont aussi différentes que celles qu'on connaît en Europe et surtout, elles évoluent régulièrement. C'est pour ça que c'est très important quand vous voulez exporter au Japon de vous renseigner vraiment au moment où vous voulez importer. Voilà, il ne faut pas prendre des données qui datent d'un an ou deux parce que c'est trop incertain. Ce qu'on vous conseille, nous, toujours en premier lieu, c'est de contacter la GETRO, forcément, hein, c'est la référence. Vous avez plusieurs bureaux en France. Voilà, l'idée, c'est vraiment de les interroger, eux ou des professionnels spécialisés en réglementation, parce que vraiment, quand vous avez des documents à remplir, ça va être un peu compliqué pour vous, mais voilà, c'est très important de connaître cette organisation et de l'avoir en tête, parce que vraiment, c'est très précieux pour les entreprises qui souhaitent exporter. Voilà, donc je vous ai dressé quelques exemples, hein, je ne vais pas revenir dessus parce que ça va être un petit peu long, mais au moins vous l'aurez dans le support de présentation. Et alors enfin, success story, parce que oui, il y en a plein au Japon d'entreprises françaises qui réussissent, hein, et on en est très fiers. Évidemment, un exemple breton, donc vous connaissez très certainement déjà, il s'agit de Bertrand Larcher. Bertrand Larcher qui a ouvert en 1996. Donc voilà, hein, quand on dit que le Japon, c'est un pays qui prend du temps, ben, voilà, on sait ce que ça veut dire, mais on sait aussi qu'une fois qu'on y est, qu'on est bien implanté, on sait que, voilà, que c'est un marché qui est pérenne et que l'investissement voilà, sera récompensé. Donc Bertrand Larcher, il a ouvert sa première crêperie en 1996 et ça marque aujourd'hui, hein, puisque c'est une marque qui a et des cafés et des restaurants, qui a une école, qui a une filiale d'importation, regroupe 18 restaurants et 300 collaborateurs et en France et au Japon. Donc c'est un bel exemple de réussite, c'est très français et c'est breton, donc voilà, on tenait à vous en parler aujourd'hui.
Slide suivante, s'il vous Et la plaît. Donc, conclusion enfin, oui. ouais, la conclusion maintenant. Alors, le highlight de cette conclusion, c'est un marché exigeant, évidemment, on le dit, on le répète. C'est un marché qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination, mais voilà, qui vaut le coup. Là, je l'ai divisé en 4 items pour que vraiment on puisse vraiment savoir voilà, comment approcher ce marché et comment réussir. Il faut savoir se différencier. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on sait, comme a dit Louis, que les Japonais aiment beaucoup la France. Pour eux, c'est un pays qui véhicule beaucoup de valeurs comme la qualité et les bons produits. Mais parfois, ça ne suffit pas. Voilà, parfois, il y a des produits qui existent déjà au Japon, qui ont déjà été exportés. Donc, c'est très important de savoir se différencier. Ça peut être seulement un sujet de communication et de marketing, hein. Mais voilà, il faut vraiment avoir une marque forte et un produit qui soit nouveau et intéressant pour le consommateur. Il faut aussi travailler le storytelling, hein. Le consommateur japonais, il aime beaucoup ça, notamment quand ça concerne la France, et mettre en valeur la marque du pays, voilà, pour tous les produits agro. Il faut assurer le suivi quand vous exportez, c'est-à-dire qu'il faut avoir de bonnes relations avec vos partenaires, il faut être très réactif, il faut leur apporter un gros niveau de détail, il faut leur montrer que vous êtes présent en fait et que vous êtes sérieux. Je pense que c'est ça qui fondamentalement les intéresse. Voilà, il faut les contacter régulièrement, montrer que vous êtes un partenaire de confiance, que vous êtes proche et que vous êtes disponible aussi pour eux. Il faut évidemment bien se préparer, hein, puisque c'est un marché qui est, comme on l'a dit, très exigeant et très particulier. Donc voilà, nous, ce qu'on vous conseille généralement, c'est d'assister à des petits webinaires des stages interculturels pour savoir un petit peu comment réagir, comment répondre, etc. avec des Japonais. Évidemment, comme on l'a dit encore une fois, ils ne s'attendront pas à ce que vous soyez exactement comme eux, puisque évidemment, ils savent et ils comprennent que vous êtes étranger. Mais voilà, il y a des petites choses qui sont toujours intéressantes à connaître pour bien appréhender et puis bien approcher les partenaires. Donc, la ponctualité, réactivité, discipline, identifier les différences culturelles, penser à prendre un interprète quand c'est nécessaire, évidemment, même si votre interlocuteur parle un peu ou bien anglais, ça reste quand même souvent indispensable. Et puis, bien anticiper la réglementation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au moment T, vraiment au moment où vous souhaitez exporter. Et puis la veille, parce que au Japon, le consommateur, il aime énormément les nouveaux produits, il est très curieux. Et puis, il aime énormément les produits qui sont de durée limitée. Voilà, il y a énormément ici au Japon tout le temps de produits qui durent 1 mois, 2 mois, des produits automnaux, des produits au printemps. Enfin, voilà, tout est cadencé et souvent autour des saisons. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir ça en tête parce que ça vous permet, vous, de construire vos gammes là-dessus et d'adapter votre communication et votre approche des partenaires et des consommateurs sur cette base-là. Voilà. Mais en gros, pour conclure cette conclusion, le Japon, c'est un marché voilà, qui demande de l'investissement, mais qui vaut le coup. C'est-à-dire que voilà, une fois que vous êtes au Japon, vous savez que vous êtes sur un marché de volume, un marché pérenne, et enfin un marché qui vous ouvre les portes de l'Asie. Merci, Émilie. On a une question de Charles qui revient un petit peu en arrière sur la partie réglementaire. Oui. Charles demande si nous dit le Japon exigeait une absence de coliformes sur. Alors, le Japon exigerait une absence de coliformes sur l'absence des produits alimentaires à l'import avec test systématique des douanes sur les premières livraisons. En savez-vous davantage à ce sujet? Alors, je n'en sais pas davantage, mais je serais ravie de vous répondre. Si vous voulez bien m'écrire, je ferai mes petites recherches pour vous. Alors, Charles, on va revenir vers vous donc, pour vous apporter la Voilà. réponse. Je peux activer votre micro aussi, peut-être, si vous voulez développer votre question. Voilà, j'ai activé votre micro. Si vous voulez prendre la parole, Charles. Bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi, il y avait une faute de frappe dans ma question. C'était sur l'ensemble des produits alimentaires à l'import. Cette question, elle m'est posée par mon partenaire sur place. Je cherche à exporter donc des produits agroalimentaires au Japon et on m'indique qu'une absence de coliforme est attendue sur l'ensemble des produits alimentaires et que celle-ci fait l'objet de vérification par les douanes. Donc, c'est les douanes qui exigent cette absence, pas nécessairement les clients finaux. Et celle-ci doit donc fait donc l'objet d'un test à réception. Dans la mesure où le produit serait non conforme, on prend quand même un risque avec un conteneur bloqué, etc.
En revanche, il y aurait une nuance sur la notion d'absence entre l'absence telle qu'on l'entend en Europe, c'est-à-dire zéro, et l'absence telle que c'est entendu par les autorités japonaises. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres entreprises qui ont été confrontées à ces questions et qui savent comment la gérer. Merci Charles. Alors, est-ce qu'il y a donc parmi les participants quelqu'un qui souhaiterait témoigner, qui aurait été confronté à cette situation? Parmi vous, peut-être que quelqu'un partage le ressenti de Charles et a les mêmes interrogations. Je vois personne réagir, donc Mais en tout cas, oui, je répondrai à votre question, Charles. N'hésitez pas à m'écrire, je me renseignerai sur ce sujet-là, oui. Entendu, merci. merci à vous. Écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous propose de terminer ce webinaire. On est pile dans le timing. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Merci Émilie, Loïc et Pierre pour vos interventions de ce matin et le travail apporté pour cette présentation. Je vous ai remis à la fin de cette présentation les coordonnées de Éric Voulant, votre chargé d'affaires BCI. Si vous avez la moindre question, la moindre problématique qui vous viendra après ce webinaire ou si vous préférez échanger plus en off de manière confidentielle sur vos projets, n'hésitez pas à contacter Éric qui contactera donc Émilie et Loïc pour creuser un peu plus les éléments de réponse que vous attendez. Ici, je vous ai remis aussi les coordonnées de l'équipe BCI en CCI territoriale pour vous aider dans la partie peut-être plutôt plus technique et réglementaire, Diag Export, etc., si vous êtes primo-exportateur. Et puis enfin, les coordonnées de nos intervenants de ce matin. Je vous souhaite Merci à Karen tous, pour l'organisation. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Les prochains rendez-vous de l'agro, vous les retrouverez donc en 2022 désormais. Je vous invite à consulter l'agenda de BCI sur notre site pour connaître les différents événements qui pourraient vous intéresser et auxquels vous pouvez vous inscrire. Bonne fin de journée à toutes et à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir.